All right, good morning and welcome to this briefing from the Left Group in the European Parliament with our co-presidents Manon and Martin. As usual, we'll kick off with some introductory comments from the co-chairs, and then we'll go to your questions first in the room and then online. So I'll pass the floor now to Martin, who'll give some of the Left's priorities for this plenary session. Martin. Vielen Dank, David, und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich zu unserer Pressekonferenz erschienen sind. Ich würde gern zunächst auf die anstehende Vorstellung heute um 2:30 Uhr des Energiemarktdesigns eingehen. Die Kommission hat ja angekündigt, vor einem Jahr sehr drastisch einzugreifen ins Energiemarktdesign, nachdem die Energiepreise in der Europäischen Union durch die Decke gegangen sind, nachdem viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer Situation konfrontiert gewesen sind, wo sie einfach nicht mehr wussten, wie sie ihre Strom- und Gasrechnung am Ende des Monats zahlen sollten. Und vor einem Jahr hat Ursula von der Leyen noch versprochen, dass sie das sogenannte Merit-Order-Prinzip überwinden will. Das heißt also, dass der Strompreis an die teuren Gaskraftwerke, die Strom produzieren, gekoppelt ist, was letztendlich dazu führt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Strom zum Luxuspreis kaufen und nicht zu dem normalen produzierten Preis und dem damit verbundenen Aufwand. Nun wissen wir noch nicht ganz genau, was heute um 2:30 Uhr vorgestellt werden wird, aber wir haben eine Ahnung. Es wird kein Merit Order, also das Merit Order Prinzip wird beibehalten werden, es wird nicht abgeschafft werden. Das hat Frau von der Leyen mittlerweile zurückgeholt. Offensichtlich haben die Lobbygruppen aus dem Energiemarkt dort ganze Arbeit geleistet und die Kommission zu einem Umdenken gezwungen. Das heißt, es wird zwar eine gemeinsame Beschaffung geben, das finden wir gut, es wird langfristige Vertragsabschlüsse geben oder darauf hingearbeitet, das finden wir auch gut. Es wird minimal in die Preissteigerung eingegriffen werden, das ist auch in Ordnung, aber letztendlich wird es nicht zu einer grundlegenden Reform eines an sich kaputten Marktes kommen, dem Energiemarkt, dessen Scheitern ja in den letzten 1,5 Jahren evident geworden ist. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher werden weiterhin hohe Preise zahlen müssen, die Preise werden hoch bleiben, das kaputte System wird nicht reformiert werden im Interesse der Europäerinnen und Europäer. Die Aktionärinnen der großen Energieunternehmen werden sich weiterhin dumm und dämlich verdienen können, die Übergewinne werden weiter fließen in diesem Segment und letztendlich wird diesem Energiemarktdesign, so wie wir es wissen, auch jegliche soziale Komponente fehlen. Zum Beispiel werden Stromsperren europaweit nicht verboten werden, was eine erste richtige und notwendige Hilfsmaßnahme wäre für diejenigen, die sich im Moment keinen Strom leisten können. Und das dazu. Zweiter Punkt. Ich würde mich gern zu der Bankenkrise, die in den Vereinigten Staaten ausgebrochen ist, äußern. Zunächst hat es ja die Silicon Valley Bank in der letzten Woche ereilt, dann die Signature Bank, dann gestern wurde bekannt, dass der Aktienkurs der First Republic Bank um 75% eingebrochen ist. Die Anlagestrategie dieser Banken beruht darauf, dass sie natürlich auf niedrig verzinste Anleihen gesetzt haben, darin investiert haben. Mit der Zinssteigerung der Fed sind diese Anleihen natürlich im Wert gesunken, logischerweise. Damit ist eine Kapitallücke entstanden bei den Banken, die dann gesucht haben nach dem entsprechenden Kapital, um diese Lücke zu schließen, was zu Panik geführt hat, was bei der Silicon Valley Bank zu einem Bankrun geführt hat. Und letztendlich sind wir in einer Situation, dass wir nicht genau wissen, wie sich zum Beispiel die Zinspolitik der Fed auch weiter auf andere Banken auswirken wird. Wenn wir uns aber ansehen, dass zum Beispiel Präsident Trump solche Banken vom Stresstest befreit hat in den letzten Jahren, dann wissen wir, dass eine solche Krise hätte vermieden werden können, wenn denn eigentlich alle Vorschriften umgesetzt worden wären. Das ist nicht der Fall. Kurz vor dem Kollaps der Silicon Valley Bank haben die Banker dort sich selbst noch große Boni ausgezahlt. Wohl wissend, dass die Bank kollabieren wird, hat man erstmal noch mal kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und wenn wir jetzt auf die europäischen Banken gucken, dann muss man sagen, dass die Eigenkapitalquoten durch die Kommission im Zuge der Basel-III-Reform noch niedriger liegen als die der US-amerikanischen Banken, was mir sehr zu
denken gibt, weil die EZB ihre Zinspolitik ja auch geändert hat, so wie die Fed an dieser Stelle. Das heißt, wir brauchen klare Eigenkapitalvorschriften in Europa, die höher liegen als die jetzigen. Das Too-Big-to-Fail-Problem muss endlich adressiert werden. Der Bankensektor muss reguliert werden. Da darf es kein Zögern geben, damit eine weitere Finanzkrise entsprechend auch vermieden werden kann. Und ich bin dafür, dass ein sofortiger Stopp von Dividenden- und Boni-Auszahlungen verhängt wird, um die Kapitalquoten der europäischen Banken zu stärken, im Falle, dass diese auch von der jetzigen Krisensituation betroffen sein sollten. Kurz, die kollektive Gier an der einen Seite, auf der einen Seite muss beendet werden und auf der anderen Seite müssen die Einlagen der einfachen Leute geschützt werden. Vielen Dank. Thanks, Martin. Just a few follow-ups. The Silicon Valley Bank collapse debate will be held tomorrow on the question of energy, and the Commission announcements expected today at 2:30. We'll be sending a press release on that soon, giving our reaction to those Commission proposals and reiterating the demands of our ongoing Power to the People campaign on energy policy for an energy market that serves people, not big energy profiteering. I'll pass the floor now to Manon Aubry for some more introductory comments, and then we'll go to your questions. Manon. Merci, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver à Strasbourg, où je ne sais pas si c'est la conjonction avec le mouvement social français, mais il plane un air de grève générale à chaque fois que nous mettons les pieds à Strasbourg. Ceci n'est pas sans lien d'ailleurs avec ce qu'il se passe en Europe, et vous allez me voir venir puisque nous votons cette semaine, alors que nous sommes dans un grand mouvement social qui agite la France. Nous votons le rapport sur le semestre européen et les règles de contrôle budgétaire qui sont elles-mêmes discutées dans un conseil des finances, un conseil avec les ministres des finances européens. Et je vous dis, les deux ne sont pas sans lien, parce que quand on regarde, la Commission et le Conseil ont demandé pas moins de 139 fois aux États membres de réformer leur système de retraite, et 8 fois rien qu'à la France. Et dans le même temps où des États comme la France proposent à leurs citoyens de se tuer à la tâche 2 ans de plus, il y a des États qui font d'autres choix politiques. Je pense notamment à l'Espagne, qui fait le choix de taxer les plus hauts revenus. Et c'est dans ce contexte social marqué, très fort en Europe, que, en réalité, la Commission européenne prépare sa réforme des règles budgétaires européennes, qui sont donc discutées aujourd'hui même en ECOFIN. Et s'il fallait résumer ces réformes du semestre européen, c'est: il faut que tout change pour que rien ne change. On va mettre une petite couche de peinture fraîche pour surtout, dès qu'on gratte un petit peu, qu'on retrouve les règles d'austérité par-dessous. Surtout, ne pas remettre en question les règles des 3% de déficit et des 60% de dette, au nom desquelles on demande de couper dans les services publics, dans nos systèmes de protection sociale. Bref, des règles qui ont été écrites sur un coin de table, qui sont en réalité guère que des objectifs comptables et la source de bien des malheurs en Europe. À noter également que le Parlement européen est en la matière la dernière roue du carrosse, puisque pendant que les États membres se mettent d'accord entre eux sur ces réformes-là, le Parlement européen n'a pas commencé à travailler à sa position. Tout juste, elle l'évoque dans ce rapport, dans ces rapports qui sont votés cette semaine, qui sont les rapports récurrents, je dirais, sur le semestre européen, raison pour laquelle le rapport en Econ, qui ne remet pas en cause notamment les 3% de déficit et les 60% de dette, nous ne le voterons évidemment pas. Et à l'heure où peut-être l'Union européenne vit une de ses plus graves crises énergétiques, on a eu la crise du Covid, la guerre à nos portes, c'est peut-être plus que jamais le moment de remettre en cause ces règles qui n'ont eu qu'une conséquence concrète en Europe, celle de martyriser les peuples européens, et notamment avec un impact considérable sur nos services publics. Le deuxième sujet que je voulais aborder est évidemment, j'ai envie de dire, c'est désormais la tradition, à chaque session plénière ici au Parlement européen, notre petite
trouvailles et la dernière petite histoire qui fait suite au Qatargate. Et donc cette fois-ci, c'est la Commission européenne qui a mis du sien. Nous le disions depuis le début que le Qatargate n'était que la face émergée de l'iceberg, qu'il fallait regarder du côté de ce qui se passait à la Commission européenne. Et donc on a appris, grâce à vos confrères de Politico que je veux saluer ici, que le directeur général de la mobilité et des transports a accepté pas moins de 9 voyages gratuits en classe à faire, qu'il n'a pas non plus déclaré ses rencontres avec les représentants d'intérêt de l'aviation et les officiels qataris. Voyage en classe à faire, évidemment payé par Qatar Airways, au même moment où ce même directeur des transports négociait l'accord aérien, l'accord de libre-échange aérien avec le Qatar. Et quand on interroge la Commission européenne, elle nous dit surtout circuler, il n'y a rien à voir, parce que, vous comprenez, ce même directeur général a eu l'autorisation, devinez de qui, de lui-même. C'est pratique. Moi, ici, au Parlement européen, je vais m'écrire un petit document qui dit « Je sous-signé Manon Aubry m'autorise à peu près toutes sortes ». On touche là du doigt le cœur de la machine européenne et de ce système de self-control qui n'est absolument pas au goût du jour, et des scandales éthiques qui se succèdent à répétition ici au Parlement européen, avec une présidente de la Commission européenne qui est, il faut le rappeler, garante de sa propre indépendance. Raison pour laquelle nous avons, comme à notre habitude, demandé en conférence des présidents à ce qu'il y ait un débat. Comme à notre habitude, dans le huis clos de la conférence des présidents, ça nous a été refusé. Et comme à notre habitude, nous l'avons demandé en ouverture de session plénière. Et dès qu'il y a de la transparence sur les débats, devinez quoi, c'est accepté par le Parlement européen. Et c'est de nouveau ce qui s'est passé. L'invitation est claire. Il faut que la Commission européenne balaye devant sa porte et que les scandales éthiques et le ménage, il doit être fait ici au Parlement européen et à la Commission européenne. Et enfin, je veux vous dire juste un dernier mot, parce que je ne sais pas s'il y a des journalistes italiens dans la salle. J'ai cru comprendre que quand on dit que Giorgia Meloni a du sang sur les mains, ça provoque un peu d'émoi de la part de l'extrême droite ou de certaines personnes qui ne voient pas la réalité en face. La réalité de vie de femmes et d'hommes qui ont été arrachés en mer Méditerranée, parce que, je le redis ici, la première ministre italienne n'a absolument pas pris ses responsabilités dans l'assistance, ce devoir humain fondamental qui est de sauver des vies quand elles sont mises en péril. Et donc, quand on sait que Frontex a été informé par les autorités italiennes, lesquelles autorités italiennes étaient au courant, que non seulement il n'y a pas eu de sauvetage qui a pu être fait, que Giorgia Meloni limite considérablement le travail des ONG de sauvetage en mer, en limitant notamment à un sauvetage maximum par opération, mais qu'en plus de ça, le jour de l'hommage, elle a l'outrecuidance quand même d'aller au karaoké fêter l'anniversaire de Salvini avec son ami Berlusconi. Eh bien, pendant que certains font la fête sur des cadavres, nous, notre rôle ici est bien de défendre les vies humaines, raison pour laquelle, je le redis, si ça provoque un peu d'émoi, oui, Giorgia Meloni a du sang sur les mains. Thanks, Manon. Some follow-ups there. The European semester reports Manon mentioned. The debate on that is today from 1, and the votes will be tomorrow. On migration, the debate on that, on the deaths at sea, will be tomorrow. And on Qatar and the ongoing ethics and transparency scandal, the debate that we requested on that will be tomorrow afternoon. I'll go now to questions in the room. I have one at the back, and then we come to you, please. Thank you. Tommy Meskel, RTE News. Ms. Aubry, at the last plenary session, you said that you would be meeting with the Left MEP Mick Wallace regarding his decision to update his declaration of financial interests to the Parliament. Has that meeting taken place? What did he say to you, and what was the outcome? Yes, as we've said, we've obviously had that meeting. In that meeting, Mick Wallace confirmed that he has updated his financial declaration, as you can access it now online, that he has clarified his situation, and he has confirmed that he has made a mistake that has been rectified and corrected, and our group remains committed to the highest ethical and transparency standards, including in our group, and we remain committed to lead by example, and this is the reason why we'll keep on that fight on transparency and ethics. Okay, please.
and then we'll go. Anna Vanesky, Europe Diplomatic. Madame Aubry, vous avez critiqué maintenant, vous venez de critiquer très fort Giorgia Meloni, mais est-ce que vous pouvez donner les commentaires sur l'action de votre président Macron, parce qu'elle a pris des millions, plus que 500 demi-milliards, plus que 500 millions, il a pris des gouvernements anglais pendant la visite de Rishi Sunak afin de maintenir les migrants en France. Donc, est-ce que vous pouvez faire le commentaire aussi pour égalité, fraternité, etc. Pas seulement Giorgia Meloni, s'il vous plaît. J'ai aucun problème avec ça. Vous m'avez déjà vu à plusieurs reprises très critique de la part vis-à-vis d'Emmanuel Macron, y compris sa politique migratoire. Il applique là de nouveau l'idéologie qui est dominante ici au niveau européen, qui est de faire de l'Union européenne une Europe forteresse. Et donc construisons toujours plus de barbelés, mettons toujours plus de difficultés à la traversée des différentes mers et des différents océans qui se traduisent, aujourd'hui qui deviennent des véritables cimetières. Et donc, c'est la poursuite de ce jusqu'au-boutisme à vouloir contrôler les frontières à tout prix, et au mépris, je dirais souvent, du respect des droits fondamentaux et notamment du droit à l'asile. Et donc, je ne suis pas surprise, dirons-nous, de cet accord. Et elle dit aussi de ce que les frontières extérieures de l'Union européenne sont en train de devenir. C'est vrai entre la France et le Royaume-Uni. C'est vrai aussi dans le sud de la Méditerranée. Et c'est très loin de la politique humaniste qui devrait être la nôtre. Je le rappelle, nous sommes très loin d'une invasion migratoire. On parle de quelques milliers de personnes au regard de la population européenne de 300 millions de personnes. Et surtout, on parle de personnes qui fuient des situations de guerre, qui fuient des sécheresses, qui fuient des catastrophes naturelles, comme c'est le cas en Turquie et en Syrie notamment. Donc, je le redis, je pense qu'à l'heure où nous adoptons le pacte asile-immigration, nous devrions d'avoir un peu plus d'humanité dans les politiques migratoires européennes, et ça vaut pour Emmanuel Macron. All right, quick follow-up, yeah, and then I'll go to you at the back. Very quick. Si il y a très peu de migrants, pourquoi les montants si exagérés? Parce que quand même, c'est des milliards qu'il a proposé et il a accepté. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu exagéré d'Emmanuel Macron. J'ai pas le détail de à quoi vont servir ces 500 millions. Je dis juste que dépenser de l'argent pour faire de nos frontières des forteresses et des barbelés, c'est clair que c'est une utilisation discutable de l'argent public, on est d'accord. Okay, back row, please, and then I'll come to you. Yeah. Angelina pour QH Info. Oui, c'est ici. Oui. Ah, okay. Quelle solution proposez-vous sur la situation des ONG qui viennent en aide aux migrants, et comment faire quand il est compliqué de mettre en place une politique migratoire commune? Merci. Ok. Je vais être rapide. Ce qu'on propose depuis le début, c'est un corps européen de sauvetage en mer, c'est-à-dire un corps européen, plutôt que d'avoir Frontex qui est devenu maintenant une milice armée qui patrouille en mer Méditerranée. L'enjeu, c'est de répondre à notre devoir d'humanité le plus fondamental, c'est-à-dire de sauver des vies. Et ça fait partie des propositions qui étaient les nôtres et qui étaient notamment soutenues par les ONG. We have time for two little lasty questions, one here and one there. Yeah. So, die Frage geht an Herrn Schirdewan. Am Donnerstag, für den Donnerstag ist eine Debatte angesetzt zum Thema mangelnde Kooperation von bestimmten Mitgliedstaaten, was die Arbeit der PEGA-Kommission angeht. Darum geht es, nicht wahr? Genau. Soweit ich weiß, sind die griechischen Abgeordneten Ihrer Fraktion sehr aktiv in dieser Richtung, aber wahrscheinlich geht es nicht nur um Griechenland. Jedenfalls wollte ich Sie um einen Kommentar bitten dazu. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist richtig, die griechischen Abgeordneten meiner Fraktion sind da sehr aktiv, weil
der Skandal ja auch Griechenland erfasst hat. Aber generell muss man das natürlich größer fassen. Der Angriff mit einer Spy-Software auf Politikerinnen und Journalistinnen ist ein Angriff auf die Demokratie, auf die Unabhängigkeit der Medien. Und natürlich muss das nachhaltig aufgeklärt werden. Im Moment leider ist der Fall, dass zum Beispiel die Mitsotakis-Regierung in Griechenland nicht in dem Umfang kooperiert, wie wir uns das wünschen hier im Europäischen Parlament. Das heißt, es geht jetzt darum, dass die nicht weiter verschleiern, sondern tatsächlich auch mit aufklären an dieser Stelle. Und unsere griechischen Kolleginnen und Kollegen haben natürlich die volle Solidarität der Fraktion und wir unterstützen sie in dieser Arbeit. Thanks, Martin. Very last one, quickly. Thank you. Bonjour, Yann Rudeau pour QH Info. Madame Aubry, à partir du 20 mars, TikTok sera interdit pour le personnel du Parlement. Et j'aurais voulu en fait connaître la position de votre groupe concernant cette décision. Merci. On n'a toujours pas les tenants et aboutissants de cette décision qui a été prise. D'ailleurs, cette décision n'a pas vraiment été prise collectivement par notre Parlement. On ne sait pas si ça s'applique aux outils du Parlement, à mon téléphone personnel ou autre. Donc, il est évident que la question du partage des données est une question essentielle. Par contre, il faut l'étudier de manière complète et je ne crois pas que ce soit la seule entreprise aujourd'hui qui capte, utilise et instrumentalise nos données. Ça pose une question plus large, ce qui est une bonne question, mais dont la manière dont cette décision a été prise en l'état pour TikTok interroge, et je crois interroge l'ensemble des groupes politiques qui ne savent à la fois pas les motivations précises. Moi, j'aimerais qu'on me dise concrètement quelles sont les informations qu'a la Commission européenne sur l'utilisation de ces données. Et si ces informations sont inquiétantes, alors qu'elle les partage. Qu'elle les partage et qu'on en prenne collectivement les enseignements pour collectivement prendre des décisions et potentiellement que ça s'applique aussi à d'autres entreprises et qui ouvre un chantier plus vaste sur la manière dont, en effet, nos données quotidiennes sont utilisées peut-être à des fins commerciales et sans doute aussi à des fins politiques. All right, let's wrap it up. I'll just say there's a press conference in this room tomorrow at 10 a.m. On human rights defenders related to sexual and reproductive health and rights. That's with our MEP Malin Björk from Sweden. Tomorrow, 10 o'clock, 10 a.m. in this very room. Thanks so much to the interpreters and thanks for your questions.